Bonjour à toutes et à tous, c'est Valile. Ce mois-ci, on se retrouve pour une micro-série thématique. Alors, je ne vais pas aller en profondeur en fait dans l'analyse particulièrement comme j'aime le faire d'habitude. C'est plutôt une présentation, voilà, une présentation thématique. La question a été abordée avec les followers en espace sacré, en live espace sacré. Ça avait été aussi mentionné un petit peu en privé avec mes patriotes au sujet de la série, pour le coup, exclusive d'analyse de collection, de ma collection. Quels sont les jeux que j'utilise en automne? Quels sont les jeux avec lesquels je rayonne en automne? Quels sont les jeux que je peux présenter, que je peux conseiller pour travailler avec l'automne? Et c'est une question super vaste, donc je peux pas... je m'étais dit que ce serait un peu long, un peu fastidieux peut-être de faire trop dans la précision. Donc je vais proposer un panorama sur des jeux que j'associe à l'automne, que je trouve bien pour travailler en automne, dans ma collection. Voilà. Donc je vais couper cette vidéo à mon avis en plusieurs morceaux pour que ce soit un peu moins indigeste. On va commencer, je vais mélanger plein de choses un peu différentes. Alors, je vais commencer par celui-ci, c'est le plus facile. C'est le Marielle Tarot qui est très très connu dans la communauté. Il est connu comme étant un jeu sombre. Du coup, ce sera peut-être plus évident pour pas mal de monde de travailler avec le Marielle en automne pour tout ce qui est travail psychologique sombre, travailler sur ses peurs, travailler sur de la déconstruction, travailler avec des divinités sombres, tout ce genre de choses. Voilà, le Marielle qui est très abyssal dans ses énergies, très sombre, il se prête bien à la période d'entrée dans l'automne ou en tout cas au moins autour et à partir de Samhain, puisque voilà, on est vraiment dans de la plongée là, dans de la plongée dans les tripes, dans de la plongée dans les profondeurs, les cavernes, quelque chose de très énergétique, quelque chose qui permet de communiquer avec le divin. Voilà, ce genre de puissance, ce genre de côté primal, hein, primordial, ces couleurs, ces contrastes, cette intensité et ce côté sombre font que c'est un jeu souvent rattaché à l'automne, souvent conseillé en automne, mais ça n'est pas le seul. Mais j'ai commencé par celui-ci parce que peut-être ce serait le plus accessible. Un de mes chouchous que j'ai présenté dans ma série de méditation sur collection, c'est le Tilwick Tarot. Beaucoup plus subtil, justement, beaucoup plus doux, parce que on est dans des couleurs passées, dans des couleurs pour le coup vraiment automnales là, pas forcément le sous-bois parce que c'est très à l'intérieur des maisons avec des jardins, des fontaines, donc ça n'est pas que vraiment de la nature, au contraire, mais je trouve il a cette ambiance automnale, silencieuse, un peu de pluie, un peu de vent, très élémentale, beaucoup de silence, et moi ce silence je le rapproche de la période de l'automne, en plus des couleurs, du fait qu'il n'a pas de personnage, on se retrouve face à des espaces à parcourir, des espaces vides, c'est un peu le Spacious Tarot avant le Spacious Tarot, voilà, il peut communiquer aussi, aider à communiquer avec certaines entités. Donc moi je sais que le Tilwick, il a aussi beaucoup d'eau justement et beaucoup d'humidité, donc j'aime bien travailler avec à la période sombre et à l'automne. Et on a aussi des salles beaucoup plus comme ça, voyez, donc comme je disais, civilisées, des choses très classiques, avec des grandes bibliothèques, avec des bustes, des sculptures, des miroirs. C'est une esthétique visuelle assez donc italienne ou renaissance ou romantisée aussi un peu. Moi, les grandes bibliothèques, etc., et ce côté un peu cosy, un peu chaud, ça me parle bien. Voilà, donc ça, c'est un de mes chouchous, même s'il n'est pas facile à utiliser, qui n'a pas de livret et que c'est un jeu assez rare de toute façon. Il va peut-être être réédité vu que le frère de Malpertuis a récupéré l'entreprise de design. Mais voilà, jusqu'à récemment, c'était un jeu devenu introuvable. Dans une ambiance un peu différente. Celui-ci que je voulais vous présenter, il n'est pas connu du tout. En tout cas, surtout pas dans la sphère francophone. C'est un jeu auto-édité d'une artiste polonaise. Et il a une ambiance féerique. Du coup, ça avait tendance à se rapprocher pas mal de l'automne pour moi. Surtout qu'il a, voilà, comme vous voyez, un dos des cartes complètement dans les couleurs orangées automnales. Et il a une énergie très spéciale qui dérangera peut-être certains. Je sais qu'en plus, moi, pour ma part, c'était des photomontages et j'ai beaucoup de mal avec les tarots photomontés. J'ai toujours tendance à trouver ça cheap, mal assemblé, non professionnel et ça me sort de l'image. Mais il a un univers assez intriguant. Avec la présence de tous les éléments, on a bien l'eau, le feu, etc. Mais on est dans un espèce d'univers qu'on aurait presque l'impression d'être écrit, vous savez, comme si c'était rattaché à une suite de romans, par exemple.
Donc ce genre de choses qui parlent à l'imaginaire, qui me parlent d'une forme de féerie, d'autres mondes un peu magiques, de travail avec la terre, ça me parle de féerie. C'est juste que c'est pas une féerie très... c'est quand même occidental, hein, mais c'est pas complètement Europe de l'Ouest, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'un petit peu cosmique, il y a... Voilà, c'est un jeu surprenant, avec lequel je n'ai pas beaucoup pratiqué, et qui est venu justement souvent uniquement dans des périodes très restreintes, en automne, et avec du travail avec certaines entités, parce que ça résonnait bien avec elles. J'ai celui-ci. Vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de féerie, justement, c'est le cliché de la période de l'automne, la sortie des êtres féeriques. Celui-ci, qui est également moins connu dans la sphère francophone, qui est directement sur les feuilles. Et donc moi, je le rapproche de la période dite de l'automne, même si je trouve qu'il fonctionne aussi très bien à la période qu'on fait hivernale, parce que, comme vous allez le voir, il est très bleu, il est très plein d'eau, et il est aussi donc très blanc, très lumineux. Donc j'aime bien l'utiliser pour la période dite de Yule, par exemple, entre Yule et Imbolc, pour simplifier. Donc vous avez ici, à chaque fois, une feuille d'une plante différente découpée, et l'illustration est dans ce cadre, avec une technique aqueuse, puisque c'est une technique d'aquarelle, et je trouve que ça se prête bien, comme dit, à la question de l'automne, avec l'humidité qui revient. Les cartes rouges sont d'une belle chaleur. Et c'est une façon de suggérer, dans un morceau découpé, des paysages pas forcément complets. Parfois on voit très bien, parfois il faut deviner dans les trous ce qui manque. Je trouve ça assez suggestif. Et voilà, pour les personnes qui aiment bien les feuilles mortes, les plantes, ça pourra peut-être, comme à moi, leur parler de ce genre de travail. Donc je vais peut-être pas tout montrer, mais voyez ce que ça peut donner. Le Tarot Leaves, il est vraiment rigolo. On est sur une base rider. On est sur une base très minimaliste du coup, hein. Les illustrations sont hyper simplistes. C'est pas forcément facile à utiliser à l'intuition. Mais on a quelque chose d'intéressant à regarder. Alors celui-ci, j'étais très partagée à l'idée de vous le montrer parce que Colette Baron-Reid est vraiment une autrice devenue extrêmement particulière. Avec le temps, son appropriation culturelle se révèle de plus en plus. Vraiment, elle a volé des traditions indigènes pour les monétiser. C'est un peu compliqué, mais elle a aussi arnaqué des clients, elle leur a volé leurs idées qu'elle a mis dans ses jeux. Elle a aussi whitewashé des divinités hindoues, enfin des divinités, dont Kali, la déesse hindoue, c'était le cas le plus flagrant. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de scandales ces dernières années, donc j'ai vraiment une pointe au cœur à l'idée de parler de son travail, parce qu'il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a eu beaucoup de vols. Mais il est dans ma collection, il peut être utilisé, c'est quelque chose qui m'a été offert, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, donc voilà. Parfois, j'essaye de découvrir des choses sans tout jeter à la poubelle, voyez, en étant un petit peu nuancé. Ce qui se passe aussi, c'est que pour moi, celui-ci, c'est probablement l'oracle de Colette qui est le plus personnel. Justement, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de mythes qui ne lui appartiennent pas, enfin, qui n'appartiennent pas à la culture dans laquelle elle a été élevée, etc. C'est une sorte de storytelling personnel en tout cas si je me rappelle bien, c'est un storytelling assez propre à Colette, avec ses termes notamment, la question de la carte, la question du Goblins aussi, qui est une espèce de concept qu'elle a créé. On est dans du storytelling et je trouve que, bon, outre la couleur qui vous rappellera l'automne, il a cette énergie d'être un petit peu entre les mondes. Il a une énergie liminale qui correspond bien à la période de Samhain. On voyage, on essaye de trouver des réponses, on essaye de trouver des clés, d'ouvrir des portes. Et toutes ces dimensions-là de voyage, storytelling et tout, je la trouve pas mal en fait pour la période sombre. Donc les illustrations ne sont pas particulièrement marquées couleur automnale. En plus, ce sont des vieilles illustrations de la personne qui travaille toujours avec Colette. C'est Jessica quelque chose, je crois. J'ai plus le nom. Non, c'est Jenna. Jenna della Grottaglia. Maldonado. Excusez-moi, je n'ai pas travaillé la prononciation de son nom avant de venir. Du coup, c'est assez ancien. Elle s'est vraiment améliorée avec le temps au niveau des illustrations. Mais là, c'était... Voilà, c'est pas super réussi. Mais comme dit, je trouve qu'il peut avoir des messages intéressants. Il peut être assez cash, assez rentre-dedans. Il peut vraiment révéler des angles morts aussi. Il peut vraiment aider à révéler nos points de vue, nos points aveugles.
Et il a ce côté boussole, il a ce côté compagnon de route que j'aime bien et que je trouve, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et que je trouve pas mal propice pour la période. Donc même si j'ai tendance à déconseiller fortement le travail de Colette et à ne plus vouloir lui faire de la pub, voilà, une vieille chose que j'ai dans ma bibliothèque et que j'emploie, ça m'arrive. Alors ici, je vais entrer dans... hop là, j'étais sûre que j'allais faire ça. Alors je vais d'abord parler du tarot de Delphi, qui va être moins connu pareil et un peu plus surprenant pour les gens. Et ensuite, j'entrerai dans tout ce qui est tarot féerique. Alors, le tarot de Delphi n'est pas spécialement féerique du tout. Pourquoi est-ce que je le rapproche de la période sombre? En fait, c'est l'usage. Et ça, c'est très spécial parce que je ne saurais pas forcément l'expliquer. C'est un jeu gréco-romain. Tiré de peintures classiques, donc sur les thématiques classiques de la mythologie, à la période dorée, un petit peu romantique de la peinture anglaise. Pourquoi est-ce que je le rattache à ça? Il a des couleurs plutôt chaleureuses, il a des couleurs de terre, il a de tous les éléments, de l'eau, de la terre, etc. Plein de choses, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je lui trouve une énergie caverneuse. Je lui trouve une énergie de la terre, plus que du reste, plus que de l'air, plus que de l'eau. Et souvent, les divinités, je l'imagine comme Hécatée, certaines divinités chtoniennes en fait, du panthéon grec, viennent me rendre visite à la période sombre. Et du coup, ce jeu-là, j'ai comme par hasard une tendance dans ma pratique à aller le chercher à la période sombre. C'est vraiment l'usage qui m'a fait me rendre compte de ça. Même si parfois il me donne d'excellents résultats en été, je ne l'utilise pas que pour ça. Il me fait un petit coucou à la période de l'automne. À la période sombre. Donc je m'étais dit, je ne vais pas m'en priver, je vais le mentionner, on ne sait jamais que ça puisse intéresser certaines personnes ou faire creuser. C'est un jeu auto-édité qui est, je pense, devenu très rare, parce que je crois pas que l'autrice ait une boutique justement. Il a été kickstarté et c'est tout. C'est le gros problème des jeux de cette autrice, elle en a fait un ou deux autres, donc je sais pas trop si on peut le trouver en seconde main, mais en tout cas voilà, ça sera une curiosité pour vous. Alors, on entre dans la partie des jeux féeriques. Les très très connus, je pense que vous aurez peut-être connu le dos. Ce sont les deux jeux de Brian Froud sur spécifiquement la Faerie. Tout le travail de Froud, il est centré là-dessus. Donc là, vous êtes vraiment dans de l'oracle, vous êtes vraiment dans du travail avec des entités féeriques, vous n'êtes pas dans les petites fées victoriennes, jolies, mignonnes, etc. Il y a du trickster, il y a du danger, il faut du respect, il faut faire attention. Donc vraiment, les jeux de Froud, c'est les grands recommandés dans le travail avec la Faerie. Les deux ont un fonctionnement très différent. Celui-ci, il fonctionne plutôt avec des archétypes. C'est assez spécial. Et il y aurait toute une vidéo à faire sur la différence entre ces deux jeux et comment utiliser ces deux jeux. Personnellement, je ne m'y suis pas prêtée. Je crois qu'on trouve quelques vidéos anglophones là-dessus. Mais voici, vous avez vraiment... Tout est centré sur les personnages. C'est pas des scènes, c'est pas des paysages, c'est des êtres de Faerie représentés de diverses façons. Donc ces deux jeux-là, quand on travaille avec les êtres féeriques de son continent occidental, quand on travaille notamment avec les Shi, qui sont donc irlandais, ça se prête vraiment très bien. Ça peut aussi, je pense, parler à des gens qui sont plutôt de tradition germanique, hein, même si je pense que lui, il est vraiment plutôt du côté des îles anglophones. Enfin, anglophones et celtiques, en fait, pour faire vaste. Celui-ci, que moi j'ai découvert très récemment, magnifique don qui m'a été fait. Là, pour le coup, on n'est que dans de l'illustration pastel, un peu peint, passé. Teinte, demi-teinte, automne, délavé, dans de la terre, des animaux, des cadavres, de la pourriture, du l'humus, des choses un peu mystérieuses, des clés, des passages, des haies. Donc là, pour le coup, celle qui travaille avec le concept de la sorcière de la haie, par exemple, avec toute la question de la sorcellerie traditionnelle, éventuellement occidentale. Bon, mis à part cette carte-là qui est vraiment chelou, on ne sait pas ce qu'elle fait là, on est dans des énergies très, très terreuses, très automnales, de la boue, de la terre, de l'humidité. Je sais pas comment le décrire autrement que comme ça, donc vu que je vais peut-être me répéter, je vais passer à autre chose, mais subtil jeu, somptueux, énergie très sombre. Certains se sentiraient peut-être un petit peu agressés ou un petit peu mis en danger. C'est pas rassurant du tout. Il faut aussi, comme dit, voilà, pouvoir
accéder, accepter d'être en face de destruction, de ruines, de pourriture, de charogne. C'est pas très confortable. Mais du coup, c'est extrêmement, extrêmement approprié pour la période et ça donne des résultats assez incroyables en communication spirituelle. Pas forcément facile à utiliser comme un tarot, un rider, quoi. Mais wow. Ça dépote pour la période sombre. Voilà. Donc ça, c'était ma première sélection de jeux sombres. Et j'ai terminé par les jeux féeriques. Et ce sera ma transition pour la vidéo suivante. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. Donc ça, ce sont des jeux vraiment très costauds, sur du travail réel, avec des entités, et pas avec des archétypes, pas avec des concepts victoriens. Mais j'ai aussi des jeux qui se prêtent à la période plutôt en storytelling, et là, on est dans un autre versant de la fée fantasmée, quoi. Mais on verra ça dans la vidéo suivante. N'hésitez pas, si vous avez des questions, la barre de commentaires vous est ouverte.